Bon là pour le coup, durant ce mois de juillet, on a vraiment eu de tout. On a du drame, on a de la SF, on a de la comédie, on a de la tragédie, on a des expérimentations parfois cool, parfois très mauvaises. Donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de passer en revue tout ce que nous avons loupé durant ce mois de juillet 2025. Une surprise ne peut clairement pas toujours le rester. Car dans le genre, lorsqu'il y a quelques années Gerard Johnston s'était emparé du personnage développé par Cooper Ewan, on ne pensait pas qu'il réussirait à développer autre chose qu'un Annabelle avec un peu de tech. Mais heureusement, le réalisateur nous a clairement prouvé le contraire avec un film étonnant et amusant. Il revient avec Megan 2.0 qui malheureusement ne réussit pas à être à la hauteur de la promesse et réussite que fut le premier, sonnant plus ici comme une sorte d'immense parodie un poil excessif dans ses effets et dans sa forme, offrant tout de même quelques instants de folie joliment déjantés et bien allumés, mais se perdant trop dans une forme proche de la comédie régressive et un peu poussive qui fait rire, mais presque au détriment d'une certaine crédibilité qui aurait été plus intéressante pour amener du décalage comme le premier. Le casting, encore une fois, est plutôt bon, Amy Donald s'en sortant à merveille, tout comme Jenna Davis et Allison Williams qui livrent des prestations entraînantes et amusantes, sans surprise mais convaincantes. Au final, c'est tout de même trop pour une idée qui était beaucoup plus simple. Bon là, on est sur de l'américain, puis un américain, hein. Et pourtant, pas tant que cela. Car dans le genre mélange des cultures, ici on a tout de même un cocktail plutôt plaisant avec de l'anglais, de l'américain, de l'indien et même un peu de russe, ce qui pouvait tout de même donner lieu à une œuvre sonnant comme divertissante, dépaysante et bien amusante dans le genre. Avec Heads of State, Ilya Naishuller offre un moment de cinéma qui est un peu trop en fait. Car si le réalisateur s'amuse encore une fois bien comme évoqué avant, avec une idée simple mais qui fonctionne assez bien et convoque tout de même certains classiques du cinéma d'action des années 90, le réalisateur russe se perd tout de même dans une démarche qui enchaîne pas mal de clichés, qui donne lieu à une comédie bien déjantée et bourrée d'action. Pour le coup, on ne peut pas dire qu'on en manque, mais par moments cela va tout de même un peu loin, même si cela reste divertissant. Après, le casting est bon dans l'ensemble, hein. Idris Elba et John Cena formant un duo de tête d'affiche efficace et plutôt amusant dans le genre, complété par l'excellente Priyanka Chopra Jonas qui s'amuse clairement avec une héroïne badass et bien efficace comme on aime. C'est un film d'action lambda, mais qui se tient tout de même. Il y a des projets qui sonnent tout simplement comme sympas sur le papier. Que ce soit parce qu'ils ont une bonne petite idée, que ce soit simplement parce qu'ils posent une thématique ou un développement de personnage qui peut réussir à nous emporter dans un bon délire, ou que ce soit simplement parce que ce qu'ils ont envie d'évoquer pourrait potentiellement fortement et justement nous toucher. Mamie Sitting, titre français extrêmement maladroit voire mauvais de Darren Thornton, est typiquement le genre de métrage que l'on pourrait trouver très simple sur le papier, et qui est classique sur d'autres points, mais qui réussit par une tendresse évidente et par un flegme britannique si délicat et typique à nous emporter dans une œuvre émouvante et assez touchante dans son genre, ce qui fait que même si l'on peut trouver par moments le film trop convenu ou simple dans ses choix et dans ses thématiques, le tout fonctionne parce que les personnages sont forts et que leur évolution nous impacte avec une vraie finesse. Et cette justesse, on la doit notamment à un casting emmené par le très bon James McArdle qui est secondé avec brio par un quatuor d'actrices fantastiques, Molloy, McCusker, Glynn, mais surtout l'excellente Flanagan qui est tout simplement attachante et parfaite dans le rôle de la mère du héros. C'est un délicat et touchant voyage qui reste simple certes, mais qui nous touche en plein cœur. Pas facile de passer après avoir fait un très grand film. Car s'il n'a pas forcément beaucoup marqué les esprits chez nous, en France, rappelons que le précédent film de Céline Song est tout de même allé jusqu'aux Oscars, dans les plus prestigieuses catégories, démontrant tout de même qu'avec Past Lives, la cinéaste avait voulu marquer les esprits et l'avait clairement fait. Mais après, Materialist possède malheureusement cette impression de redite qui fait un peu passer son précédent métrage pour la version réussie d'une œuvre qui sonne ici comme trop classique, comme trop convenue, comme trop simple et pas assez bien maîtrisée pour réussir à nous emporter dans plus qu'une véritable copie d'un excellent métrage qui devient une version trop manichéenne des mêmes questions et mêmes réflexions sur l'amour et le couple, dans une œuvre sonnant comme assez amusante par moments, mais un peu trop lisse et bien pensante pour réussir à embarquer le spectateur de bout en bout. Reste que le casting est plutôt efficace sans être renversant, Chris Evans étant bon, Pedro Pascal aussi, mais sans jamais détonner plus que cela, à l'image de Dakota Johnson qui emporte le film, mais ne le fait jamais réellement décoller autant que prévu. C'est sympa. Mais juste sympa, quoi. C'est vraiment une idée qui a été validée, ça? Non, parce que
Sur le papier, on est d'accord qu'on dirait plus un sketch qui aurait été imaginé par le studio Bagel qu'un vrai projet de cinéma avec une idée aussi surprenante que très bancale. Je suis le seul à me dire que c'est une réunion de production qui est partie d'une énorme blague et qui a malheureusement donné lieu à ça. Parce que oui, Marius et les gardiens de la cité phocéenne de Tony Dati, c'est un vrai film. Un vrai film d'aventure qui se voudrait pour toute la famille, avec une pointe assez assumée d'hommage à un certain Steven Spielberg. Mais franchement, pour le coup, même si on peut saluer quelques intentions louables qui peuvent donner par moments lieu à des fragments où l'on se dit que ce n'est pas si mal que cela, l'ensemble sonne vraiment comme lourd, comme poussif, comme abusif, même dans sa forme comme dans son fond, appuyé par un humour souvent gras et pas du tout fin, et rarement juste, qui ne donne aucune dimension empathique à tout ce récit. Et pour le coup, s'il avait encore des doutes, ce film lui confirme, Soprano n'est pas fait pour être un acteur, surtout quand on voit le casting secondaire qu'il porte avec lui et qui ne donne aucune justesse à de nombreuses scènes, voire même fait plonger le métrage. C'est pas bon, c'est pas très intéressant et c'est pas très fin non plus. La SF, on peut décider d'en faire plein de choses. On peut placer un contexte qui offre l'opportunité à un auteur de parler des mœurs de notre époque en mettant en avant une certaine idée de l'avenir. On peut aussi plus simplement proposer une bonne idée qui tienne la route et qui nous emporte dans une certaine tension. Et on peut aussi simplement s'amuser de ce genre. Philippe Koch avait certainement en tête la deuxième et la dernière option avec Brick, puisqu'avec son idée de huis clos rappelant fortement une batterie assez imposante de métrages déjà existants, le cinéaste allemand avait un vrai potentiel qu'il exploite par moments, mais qu'il semble la plupart du temps malheureusement laisser sur le côté pour simplement offrir un divertissement souvent creux, rarement aussi haletant que promis, et surtout qui sonne comme un tout très bancal et sans la moindre once de réel rythme, ce qui a le don de rendre le film lent et pas vraiment passionnant. Après, les acteurs essayent de sauver cela comme ils peuvent, notamment le duo que forment Ruby Hofi et Matthias Schweighöfer, les deux étant assez charismatiques, mais pas assez imposants pour réellement marquer le métrage et l'esprit du spectateur. C'était une idée. C'est vraiment le mieux que je puisse dire. Bon, encore une fois, peut-être que ça, c'était pas la meilleure idée du monde. Dans le sens où, si je ne dis pas de bêtises, de la part des Américains, on est tout de même à la 4e incursion des personnages créés par Peyo, sous la forme encore une fois d'un film d'animation qui cherche aussi comme toujours à se connecter à notre réalité, pour plus de fun, à moins que ce ne soit pas le cas. Chris Miller fait de ce nouveau film, Les Schtroumpfs, un divertissement qui sonne comme sympa, mais comme pas grand chose de plus. Voire même par moments qui a un peu trop tendance à aller dans des directions faciles et clichés, ne donnant pas vraiment de nouvelles perspectives à ses héros, qui n'aient déjà été vus par le passé, faisant du long métrage un triste objet qui s'oublie malheureusement très vite à la sortie de la salle, et qui fait que du coup, on ne se laisse que rarement pleinement emporter par une aventure qui sonne comme un peu lourde et pas toujours très amusante. Et puis le casting français est sympa, mais n'est jamais réellement à la hauteur des attentes. Seul Emmanuel Curtil parvient à vraiment s'en sortir, au milieu d'un casting de stars oscillant entre maladresse et désarroi, Sophia et Saïdi étant la seule à réellement réussir à s'en sortir. Cela n'a rien de réellement utile, mais c'est pas non plus inutile, c'est là quoi. Bon, comment dire? On est d'accord que dès l'affiche et le titre, ça avait pas l'air ouf. Je ne sais pas vraiment ce qui peut passer par la tête d'un cinéaste face à un tel projet. Est-ce qu'il se pose réellement la question de se dire qu'une telle idée est bizarre, mais bon, on y va quand même? Ou est-ce qu'il y a cet instant de suspens où il est persuadé de tenir un excellent film et qu'il va au bout de l'idée à la con? Ainsi, Camille Delamarre, qui était plutôt promis au cinéma d'action, se lance comme beaucoup de réalisateurs français du genre dans la comédie avec certains L'aime chauve. Oui, ce genre de titre existe bien, le temps d'une œuvre qui est à l'image de son titre justement soit juste une bonne blague, qui devient un métrage beaucoup trop long pour ce qu'il est, et qui surtout n'arrive clairement pas à assez bien maîtriser son tout pour réussir à aller plus loin que la bonne grosse blague bien lourde et bien poussive, qui n'arrive jamais à sonner comme assez amusante ou entraînante pour nous emporter dans son délire. Et si Michael Youn n'est pas trop mal dans le rôle de l'oncle un peu baisé du caisson, entre les seconds rôles poussifs et abusifs et un Kev Adams qui ne sait toujours pas comment bien développer des personnages attachants, voilà la bonne petite cerise qui ponctue ce gâteau bien indigeste. C'est juste pas bien intéressant et pas bon non plus. Une idée ne suffit pas à elle seule à porter correctement un film. On a déjà eu l'occasion à de très nombreuses reprises, et souvent dans ce format, de mettre en avant des métrages qui ont ce que l'on peut appeler un concept, mais qui ne vont pas forcément plus loin que la proposition vague et floue, et qui du coup se perdent dans une démarche cinématographique stérile et souvent triste à regarder. Kim Tae-joon
aurait pu tomber dans cela avec ce métrage, 84 mètres carrés, qui sonne aussi bien comme un thriller assez tendu et plutôt bien amené qu'une œuvre satirique frôlant avec la comédie noire, qui permet au film de dépasser un peu cette bonne idée de départ pour aller un peu plus loin et surtout, encore une fois, brio de composition sud-coréenne, de faire rebondir le récit au fur et à mesure que l'on progresse, donnant lieu à une œuvre qui marche et qui surtout arrive à nous impacter, même si la conclusion de cette aventure ne sonne clairement pas comme à la hauteur de ce que le film parvient à construire durant une majorité de son temps. Après, il faut avouer que le jeu des acteurs aide à l'immersion du spectateur, notamment Aeil Kang, qui, même s'il n'est pas toujours subtil dans la manière de jouer avec ce héros malgré lui, parvient tout de même à livrer quelques scènes marquantes et impactantes qui donnent une certaine ampleur au film. Un thriller intrigant et, il faut l'avouer, plutôt bien emmené. La vie est un long chemin, parfois très complexe à pleinement interpréter. C'est ce qui amène de nombreux auteurs à se poser plein de questions sur son but, sur sa logique et sur ce qui fait que certaines étapes, aussi cohérentes soient-elles, que finalement claires lorsque l'on prend un peu de perspective, nous semblent si dures à accepter et prendre en compte pour en faire un élément important de notre parcours. Eva Victor nous offre avec Sorry Baby une vraie belle expérience poétique qui parvient à être aussi légère que finalement dense et dure dans sa propre logique, celle de traiter d'un instant de vie abordant des thématiques lourdes de sens et de conséquences, au cœur d'un moment de cinéma cherchant tout de même à amener de la douceur dans ce monde peuplé d'ordures et d'agresseurs, mais où la jeune cinéaste cherche surtout à dépeindre une héroïne solaire et attachante dans laquelle on se retrouve et dans laquelle surtout on trouve une forme d'espoir sur le fait de continuer à avancer. En plus de cela, à côté d'un casting fait de second rôles tous plus remarquables les uns que les autres, la réalisatrice elle-même qui se met en scène offre une prestation délicate et particulièrement fine qui donne une réelle forme et force à l'ensemble qu'elle construit ici. Une vraie belle œuvre d'auteur qui touche exactement là où il faut. Dans le genre suite qu'on n'attendait pas, là on a du très croustillant. Car si le premier film avait été une véritable surprise, que ce soit auprès du public ou plus simplement auprès des critiques, on n'imaginait pas les personnages revenir aussi facilement au cinéma, même si DreamWorks, depuis maintenant quelques années, semble clairement vouloir surprendre les spectateurs sur des terrains nouveaux. Les Bad Guys 2, une nouvelle fois réalisé par le Frenchie Pierre Perifel avec l'aide de Juan Pablo Sanz, est une belle petite surprise, qui confirme non seulement le talent de l'auteur, mais surtout démontre une nouvelle fois que le premier métrage n'était pas un coup de bol, mais un vrai instant de maîtrise, qui est confirmé ici par un film haletant, prenant, entraînant, extrêmement fun à regarder, bourré de références et d'actions, le tout dans un écran visuellement éblouissant que les deux cinéastes emmènent avec une vraie maîtrise de style de bout en bout, en offrant par là même de véritables idées de conception de l'action et de la tension qui donnent un cachet évident à ce récit. De plus, l'excellent casting français apporte beaucoup au doublage chez nous, Niné étant encore une fois charismatique, Zadie, Gottesman, Douli et Belaïdi apportant également un vrai cachet à l'ensemble par des prestations terriblement efficaces. Un divertissement qui va clairement se faire une très belle place au box-office cet été. Il y a des sujets qui sonnent comme tout simplement universels. Que ce soit par la profondeur dramatique qu'un auteur cherche à lui donner, que ce soit simplement parce que dans son fondement, ce sujet évoque quelque chose d'intime à beaucoup de spectateurs, ou que ce soit aussi dans les choix profonds que l'on décide de faire d'un point de vue esthétique et dramatique pour lui donner une certaine portée. Ainsi, Hayley Pankey fait de Ça me fait plus rire, un projet qui, sous ce titre français étrange, s'avère être une plongée beaucoup plus juste et assez émouvante dans un récit qui joue aussi bien sur une corde émotionnelle, parfois très forcée, qu'une thématique abordée par la cinéaste avec un œil assez neuf et assez juste, le temps d'un film dont on ne ressort pas indemne, qui ne sonne pas non plus comme trop tire-larme, mais qui peut laisser aussi de marbre dans un jeu d'émotions qui n'est pas toujours aussi subtil ou fin que le sujet ou les personnages voudraient nous laisser le croire. Après, le casting joue pour beaucoup dans la réussite du film, notamment la performance assez saisissante de la jeune Rachel Sennott, qui démontre une vraie justesse et finesse de composition avec une héroïne qu'elle rend aussi attachante que finalement très simple. Un beau petit film, sans trop de grandes prétentions. L'émotion est aussi bien un poids qu'un bon moyen d'avancer pour un film. On ne se pose pas toujours cette question en tant que spectateur, parce que souvent, si une émotion n'est pas subtile, elle nous saute aux yeux et nous fait presque prendre une certaine distance avec ce qu'un auteur cherche à nous faire ressentir, la faute souvent à une envie d'être trop à fleur de peau et donc peu subtil et fin. Balthazar Kormákur n'est pas un auteur reconnu pour la subtilité de sa mise en scène, car même s'ils étaient parfois impressionnants, ces derniers gros métrages sont surtout des bombes d'émotions qui ne sont pas du tout dans la retenue et qui sonnent comme très maladroites, contrairement à Touch, nos étreintes passées.
plus simple et délicat, que l'auteur construit comme une belle et émouvante aventure dans le temps, au cœur d'un récit n'étant pas toujours très fin, mais sonnant comme assez entraînant et touchant pour nous marquer assez profondément et sur la durée de son récit. Cela étant beaucoup dû aux très belles performances qui portent le métrage, notamment les excellents Egil Olafsson et Palmi Kormakur Batasarsson, qui portent chacun Christopher à différentes époques, avec une grande justesse et une élégance folle, apportant beaucoup au métrage, ainsi qu'à cette fameuse émotion. Une belle épopée qui joue aussi bien sur l'émotion que l'immersion. Non, je vous assure que vous rêvez pas, ce film existe bien. Car oui, même moi, quand j'ai aperçu ce projet sur mon fil d'actualité et que j'ai compris qu'on allait réellement avoir le droit en 2025 à une nouvelle adaptation de Wells, mais à la sauce fan footage sur ordinateur avec en plus un métrage qui a été tourné il y a 5 ans, là franchement je me suis demandé si ce n'était pas une blague. Mais non, War of the Worlds de Rich Lee est bien une nouvelle incursion dans l'univers de la célèbre invasion extraterrestre, le temps d'un film qui aurait pu être une vraie et surprenante proposition de cinéma, qui par moments possède de vrais instants de maîtrise et de surprise, je dois l'avouer, mais qui sonne vraiment trop comme un ersatz de l'excellent Searching, où il est évident que le cinéaste ne comprend pas trop comment construire son film, comment lui donner de l'ampleur, ou en tout cas ce qu'il souhaite lui donner comme ampleur, et même si c'est amusant, au bout d'un moment, ça sonne vraiment comme du bas de gamme, voire même un poil nanardesque au niveau des effets spéciaux. Et puis il y a ce casting, qui franchement sonne comme très bizarre sur le papier, emmené notamment par une Eva Longoria qui semble un peu aux fraises, mais surtout un Ice Cube qui en fait des caisses, et qui semble plus là pour lancer des punchlines que réellement pour jouer. C'est un très étrange projet, pas long certes, mais pas très adroit non plus, hein. Je vous avais promis de la variété, j'espère que vous en avez eu. Même si le voyage fut long, je pense que vous avez été bien garnis ce mois-ci. Bravo à vous si vous êtes encore arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouvera le mois prochain parce qu'à mon avis, on va encore avoir pas mal de rattrapage à faire. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.